We heard on Friday that we have a maximum of 5 years to deal with the Middle East. We heard yesterday that the digital world is not only moving rapidly but accelerating. We're dealing with an area today in which we routinely talk about 2015 and even 2100. So this is a long-term horizon, much longer term than many of the issues that we talk about. But we do impose deadlines on ourselves, and we face one next week in which the Conference of Parties of the Framework Convention on Climate Change meets with the objective stated several years ago of creating a new regime which will come into effect, legal effect, in 2020. And the meetings are going to take place in Paris. So it's a big challenge to France and particularly to French diplomatic service, which is outstanding, to make a success of this conference. We're going to discuss these issues this morning. The opening of the discussion will actually be made by former Prime Minister Fabius of France, who couldn't be here but recorded a message. And so we'll return first to his message, which is 6 or 7 minutes long, and then I will turn to our panelists. We're going to change the order slightly because Mrs. Yamashita has some slides that give some factual background, which will be helpful for the subsequent discussion. And so she will go first after Mr. Fabius, and then we will follow the order that's on your program. I'm not going to introduce the individual speakers. You all have their bios, but just say we have a distinguished and highly qualified panel to discuss this issue. But if we could start with the presentation by Mr. Fabius, if we could have that now. Mesdames et Messieurs, chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous aujourd'hui pour cette 8e édition de la World Policy Conference. À l'heure où ce message sera diffusé, je serai en effet au Brésil pour une tournée climat à l'étranger qui m'a amené avant-hier en Inde, hier en Afrique du Sud, aujourd'hui au Brésil, à quelques jours de la fameuse conférence de Paris sur le climat, la COP21, que j'aurai la responsabilité de présider à la fin de la semaine prochaine. Cette conférence à Paris va s'ouvrir dans un contexte français difficile qui est encore marqué par les attaques tragiques qui ont frappé mon pays et à l'égard desquelles le monde entier a fait preuve d'une grande solidarité et j'en remercie tous. Pour autant, le maintien de la COP21 s'imposait tout simplement parce qu'elle constitue une échéance majeure pour l'avenir de notre planète et il n'était pas question de reculer. Notre détermination à obtenir un accord universel et ambitieux sur le climat est plus forte que jamais et je voudrais vous en dire quelques mots. Du 30 novembre prochain au 11 décembre, ce sont 195 nations qui vont être rassemblées sur le site du Bourget à côté de Paris, dans des conditions de sécurité évidemment renforcées. Les discussions que nous mènerons constitueront l'aboutissement de nombreux mois de travail, de négociations et de mobilisation. Déjà, pas mal d'avancées ont eu lieu, mais je dois reconnaître, pour être parfaitement honnête, que des efforts restent à accomplir si nous voulons, et c'est indispensable, parvenir au succès à la fin de la conférence. Notre objectif central, vous le savez, est de parvenir à un accord entre les gouvernements, tous les gouvernements, qui permettent de limiter le réchauffement de la planète lié aux gaz à effet de serre à 2 degrés ou 1,5 degré, si possible, d'ici 2100. À une semaine de l'ouverture de la conférence, en quelques mots, où en sommes-nous ? Nous disposons, depuis la session de négociation de Bonn, il y a quelques semaines, d'un projet d'accord. C'est une bonne chose, mais ce texte est encore long, trop long, avec beaucoup d'options, de parenthèses, de brackets, qui restent à trancher. Mais il y a une volonté politique large de parvenir à un succès. Il y a quelques jours, j'ai réuni à Paris une 60aine de ministres venus du monde entier
pour ce qu'il est convenu d'appeler une pré-COP, qui est une sorte de répétition générale avant la COP 21. La réunion a été bonne et à cette occasion, nous avons progressé vers des compromis sur plusieurs sujets clés. Et nous avons eu depuis le récent sommet du G20 à Antalya, où là, les discussions dans un autre cadre ont été assez difficiles, mais finalement, nous avons pu tout de même avancer. Des progrès ont également eu lieu ces dernières semaines sur la question combien cruciale des financements, qui sont la clé de la confiance et donc de l'accord qui est nécessaire à Paris. Nous devons montrer que les pays développés seront en mesure de tenir l'engagement pris à Copenhague en 2009, de mobiliser en 2020 100 milliards de dollars par an pour les financements climat des pays riches vers les pays en développement, venant à la fois du secteur public et du secteur privé. De ce point de vue-là, nous avons progressé, puisque d'après l'OCDE, les financements à ce titre ont atteint en 2014, l'an dernier, 62 milliards de dollars, et depuis, des annonces ont été faites par plusieurs pays, par des banques multilatérales de développement, ce qui permet de nous rapprocher de l'objectif qui est indispensable des 100 milliards en 2020. Mais des efforts supplémentaires restent indispensables de la part des pays les plus riches. Nous devrons aussi garantir aux pays en développement, pays pauvres, que ces efforts seront non seulement maintenus, mais qu'ils seront amplifiés après 2020. Et enfin, il sera indispensable d'impliquer davantage le secteur privé dans cette mobilisation financière. Au-delà de ces efforts sur les financements, qui constituent vraiment une clé pour l'accord de Paris, nous devons nous montrer très ambitieux sur le développement des technologies et sur le partage de technologies, notamment pour améliorer la performance et faire baisser le coût des énergies renouvelables. Car ce dont il s'agit, c'est quoi? C'est de passer d'un développement carboné, qui existe depuis les débuts de l'ère industrielle, à un développement qui soit décarboné. Cela nécessite à la fois de donner un prix au carbone et en même temps de rendre les énergies décarbonées moins chères. Mesdames et messieurs, un succès à Paris est à notre portée, mais je voudrais insister là-dessus, il ne dépend pas que des négociateurs gouvernementaux. Il y a une menace urgente, il y a un défi qui est extrêmement ample. La mobilisation des gouvernements est donc essentielle, mais elle ne suffit pas. L'engagement de tous est indispensable. Et quand je dis tous, je veux dire qui? Je veux dire, bien sûr, les collectivités locales, les régions, qui jouent un rôle positif ou négatif très important pour cette émission de gaz à effet de serre. Je veux dire les investisseurs, je veux dire les entreprises, je veux dire les centres de recherche, l'ensemble de la société civile. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont engagés en ce sens et je m'en réjouis. Il y aura des initiatives et des engagements forts, en particulier des collectivités territoriales et des entreprises. Et tout cela sera rendu public à l'occasion de la COP21 à Paris. Je saisis donc cette occasion pour vous dire à quel point et en l'occurrence nous, c'est-à-dire le monde entier, comptons sur vous pour contribuer, chacun dans la mesure où il le peut, à l'ambitieux compromis universel dont nous avons besoin. On dit parfois de l'accord de Paris qu'il sera historique. Faisons attention à ce mot, il est souvent galvaudé. Mais cette fois-ci, il ne l'est pas. Car l'enjeu, au sens propre, est vital pour l'humanité. La planète, elle demeurera. Mais si nous n'arrivons pas à prendre les décisions nécessaires, c'est la capacité, le mode de vie même de l'humanité qui est en cause. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente conférence et je me permets de partager le souhait d'une conférence de Paris réussie avec vous toutes et vous tous. Merci. I'd like to turn now to Mrs. Yamashita to make her presentation. Very much. Monsieur de Montbriand, merci de votre invitation. It is an honor to be a part of this very prestigious conference. My presentation will be a little bit technical, so I asked the organizer that I can use my slides. This is the recap of the IPCC report, the fifth assessment report. And if you remember,
we are targeting the 2 degrees, and then actually we quite often mention the 450 ppm concentration. But that actually is the top one from the AR5 report, and then that also refers to this the change in the GHG up to 2050 as to be remain 40 to 70%, which was also announced or agreed at the G7 meeting earlier this year. So all the key numbers are here, and then we understand that the aiming at 2 degrees in the longer term, maybe the 450 ppm scenario is the winner. So what is this, the 450 ppm actually in terms of the CO2 emission from energy? This is the chart, the left-hand side is the chart where we try to put it in the graphical presentation. The 450 ppm scenario is the lowest, the trajectory, which actually, if you look at beyond the 2050, goes into negative emission. On the right-hand side is our energy outlook, which we announce every year in October, just a little bit earlier than IEA, so that we can compete. The top category, the top, how to say, the level is our base case, the BAU case, where we call the reference case, where if the policies which is already in place and technologies we are using will be continue to be there, that is the amount we emit as a CO2 from energy use. But if we try to introduce as much as possible the advanced technologies, it will go down to the red level by 2050. But if we also add CCS, it will further go down to the dotted line, which includes the pink part, which is CCS. And yet, the arrow down shows that it is short of mitigation in terms of meeting another target, which globally agreed, the 50% reduction by 2050 from 2010. So what does that mean in terms of the IPCC report? Actually, if you go back to the left-hand side, it shows exactly that the almost up to the 450 ppm, we still need to do something, even if we try to introduce all the technologies we know about and then all the future technologies we think it will be introduced, and CCS. Okay. The left-hand side is the same figure where we emphasize that the reference case, advanced technologies case with the CCS and 50% reduction. The right-hand side is the temperature, the coincide with that. So remember the 2 degrees, I said that the 450 ppm is ideal, but maybe it's even if the little short of the 450 ppm effort, it will be remaining at the 2 degree level at 2100. I will come back to that later, but anyway, the 450 ppm is the good milkmail or good target, but maybe we need to relax a little bit about aiming only at 450 ppm scenario. This is different table. We have just heard from the minister that many countries have already submitted the objective, and then also that is actually the 90% of the GHG emission and over 150 countries. That is a good news for the COP21 because all the parties, most of the parties are eager to participate. But there is a caveat in that. If you look at the middle row where the reduction target is shown, there are many large numbers. But if you look at the base year or target year, they are very different from each other. Everybody voluntarily suggested this target that they are free to choose these base year or target year or how to set the target. So coming back to the third row, it's the target type. The EU, United States, or Russia
or Japan or Brazil, they put the target as the absolute emission reduction. Whereas the China in the red circle or India also in the red circle, they set the target with the GDP intensity. It is an emission divided by GDP. So if the economy, as the economy grows, the actual emission grows. But intensity, they are aiming at reducing the intensity. Indonesia is another type. They set the reduction from the BAU scenario in 2030. So there are many differences, so it is very difficult to compare each other. So we try to compare that by drawing something. This is actually the major countries, the United States, EU, Japan on top. They are looking at the decreasing trend of the CO2 equivalent emission. Whereas on the, in the lower group, the China and India from left to middle, they are looking at increasing level. This is the in absolute term. So we, of course, there is a room for these growing economies because they set the target with the intensity. Even the intensity is set, the target is set to decrease. As the economy grows, the absolute emission will grow. Of course, it depends on how their economy do well. So there is one uncertainty here. We are worried about the Chinese economy. So if the Chinese economy doesn't go as well, then the absolute, in absolute term, the CO2 emission will be less, or GHG emission will be less. We set here the India, actually a little bit more optimistic growth rate. So the India's emission in absolute term is bigger than the other think tanks' estimation. There are many outcomes like that for comparison by now in preparation for the COP21. So what does this mean in terms of the total amount of the INDCs? This is our attempt to put it in comparison to our reference case, BAU case, and advanced technology case, and a 50% reduction by 2050. The purple line, the second from the top in year 2030, is the total, the sum of the INDCs submitted from the parties. So it is very close to the reference case, which I said that it is very high. If we go down to the 50% reduction 2050 target, we need this much of an arrow, shown in the arrow purple line, to go down. So we are still far away from meeting the 450 ppm target, if the scenario. Here comes another story. In Japan, at least, we have been exposed to many extreme climate change, climate cases. We have a heavier typhoon, we have a sudden the heavy rain, which is always reported as a history record heavy rain. And then we have this flood and all these casualties happening for the last few years. This is something which is the result of the climate change, which has to be addressed. And then in order to address, we call it those measures adaptation. We have been concentrating on our effort in mitigation, which is the cutting the emission. This is called mitigation on the left-hand side, but now the climate change has started to influence our life, and then that is causing damage. So we have to address this damage and then adaptation, and it incurs costs. So nowadays, many parties started to talk about adaptation because it's happening, and we have to prevent, and then we have to adapt. So there is a trade-off relationship between the mitigation and adaptation, but unfortunately, all the governments are facing budget constraint. Therefore, the total cost of this mitigation effort, the adaptation effort, and also to address the damage, all these costs have, altogether, the total cost has to be minimized. That's one thing which is a new thing which we have to think about. So what are these costs looking like? This is the year 2100.
The horizontal axis is actually the reduction, how much percentage will be reduced from the reference case, the BAU case, in their effort. The downward green dotted line shows actually the summation of the damage and then the adaptation cost. Of course, as the mitigation takes place, then the damage cost goes down. This is year 2100. The mitigation cost at the beginning, it has the virtue of doing good things for the economy, that the negative cost is assumed. But beyond 60%, it starts to pick up very rapidly. Therefore, we have to have the minimizing cost, but it has a very kinked curve upward. And remember, the 450 ppm scenario assumes that negative emission by 2100. Therefore, it requires almost 100% of mitigation. It's a very high cost we are facing. Before going to the conclusion, I have to mention a very important point about these climate change issues. It is uncertainty. Well, I showed you some estimation effort and tried to show you the long-term optimal path. But there are many uncertainties involved, so those optimal paths may look different. After the next AL, the IPCC report, it may look totally different. The one part which we have to be very much aware of, the mitigation, adaptation, and damage costs. There is a lot of uncertainty about that, but at least we know that for the future research and development, that should aim at reducing the cost. Reducing the cost hike, maybe. The climate sensitivity is another big uncertainty. According to IPCC, some recent studies suggest that the climate change, the climate sensitivity may be lower than previous studies. And with lower climate sensitivity, damage caused by the climate change becomes smaller. Therefore, it will require maybe a less ambitious mitigation path, and then it will become optimal. So we may not need to aim at the perfect target of a 450 ppm. The 450 ppm reminds me of my personal target of losing weight, like a diet. You know, it's a perfect target. You know, I envision myself at 20 years old, and then I have my target dress or something. But it is really not approachable past 50 years old. So the 450 ppm looks like, to me, almost like a mirage. We chase after that, but it goes away. Well, before getting into the too much topic about the diet, the discount rate is another uncertainty which we have to be aware of. There are many different schools, academics, debate about the level of discount rate. So in conclusion, I would like to say again that the current INDCs, it's good that over 90% of the parties have submitted and they have these target. But they don't carve GHG enough to reach even the advantage technology cases, which is short from the 450 ppm, which is 50% reduction in 2050. So from this point of view, maybe it is necessary to take actions against climate change, of course, but considering the various other scenarios and options than only 450 ppm. Don't aim at the 20 years old West when you are beyond 50. There is a trade-off of the relationship between the mitigation and adaptation cost. Therefore, it will be realistic to expect minimizing the total cost of both. Otherwise, these three in mind, we can go forward. Otherwise, no international agreements would be contained. Of course, lastly but not least, innovative technologies are key. It is very important, including those like carbon capture and storage or carbon capture and use, and then artificial photosynthesis. That kind of innovative technologies are required. And then this has to be accomplished so that any sensible target will be met.
The technologies are with the enterprises, the private sectors. The low-hanging fruits, so-called, the existing technologies has to be transferred to the developing countries, and then the innovative technologies have to be developed and commercialized and then supplied to the consumers and end users. It is no time anymore to debate about this North-South issue. Everybody on board, and then we have to work in a collaborative force to go forward. Can I add one more slide? I said merci, but there's one point which I realized that in this forum, very important. We are facing the lower energy prices, and then that means that we have different situation. The supply side, we have abundant of fossil fuels, especially unconventional sources. And if it actually expands out of North America, so we have unconventional sources available also in addition to North America. On the other hand, the consuming countries kind of keep up with this target, and then they introduce the low carbon technologies, then that means this. This is the comparison of 2030 GDP between the lower energy price case and the reference case. The upper side means that there is a plus effective for both the consuming countries as well as those supplying countries with the unconventional energy sources. The lower countries, Russia or Middle East, they will suffer the negative impact from this situation. That poses some question. We have to address the climate change, but there is another uncertainty here. What if the unconventional sources will become more available and then the energy prices will kept lower? Can we actually introduce the renewables more? Or can we actually invite those conventional suppliers on board? I leave on that. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you very much. I'd now like to turn to Mr. Lafont, who brings a business perspective to this important issue. So thank you very much. Good morning. Thank you for the invitation. Of course, the composition of the panel tells me that I have to tell something about the companies, the industry, and to be quite practical. To start with, I want to first say most European companies, or the bulk of the European industry is in favor of an agreement, and is in favor of a global agreement as soon as possible, and is in favor also of an agreement which goes probably beyond what COP21 will do. So why is it important for the companies? It is important because first, the companies understand the challenge for the world, and in general, long-term interests of the companies are aligned with the long-term interests of the world. Second, because the challenge is huge for the companies, and the sooner we will know, the sooner we'll have an agreement, the sooner or the less the uncertainty will be, the better we'll start to mobilize ourselves, to engage ourselves, and to optimize the use of our funds. So climate change is a huge issue, no need to repeat it, and it's a huge issue which is complex to resolve. In the last 10 years, or in the last 20 years, we have seen how much time it has taken. And in Europe, with the experience of different actions which have been taken, and of course, with this experience, we can go further. But what we have observed is that no agreement means loss of time, means remaining uncertainties, and more important, climate change looks to be the major issue each time we are talking about, but very often other priorities are coming, and it is less of an issue. So the crisis, the financial crisis made climate change less important. Probably Copenhagen gave the impression that we have more time to think, that we need more time to develop that. Of course, Copenhagen was a success for me
because it was participating to create awareness. And without awareness, there is no result. But clearly, it's so complex that we have to understand that it will take time. And I think it is, and we see that from the companies, it is a dividing issue. Why? Because a lot is at stake. And a lot of value is at stake in terms of growth, in terms of costs, in terms of investments. That is true for the countries, and we see that, you know, there are many, many debates, but that is also true for the companies. It has an impact on their growth and their competitiveness. So, and for companies which are very much impacted, so it's even more important, and I will try to give you some example. So, limiting temperature increase at +2 degrees will result in very high ambitions. So it's good that the ambitions are high, but it increases, you know, the efforts we need to make, and it increases also the speed with which we must act. And there is a speed which is possible, there is a speed which is more difficult. We are not talking about day-to-day business, we are talking about a transformation. And a transformation in one company or in one economy, and it will transform the world economy in many aspects, will be a huge challenge also for the companies, for the economic world, and for the private sector. What is at stake? It is the energy mix, it is the energy consumption, it is also the emissions done by the industry, and it is finally the type of solutions the companies can bring to the system. So clearly we need to accelerate, and we may need also to find breakthroughs through innovation. So who will do that? Clearly governments have a key role to play. They have to set the targets, they have to put in place a stable and I would say consistent regulation, and they have to do that while looking at what the others do, because any big difference between what countries do will create distortions of competition, and they have to create a landscape which is also adjusted to the cycle. You know, what has been difficult for the ETS to work in Europe was that ETS had forecasted everything but the recession we had. So which brought the carbon or the CO2 prices down. To implement an agreement, the companies are critical because they have almost everything to do, and without the companies there will be no solutions, there will be no reduction in emissions, there will be no change in the energy mix. They bring the technologies, they bring innovation, they are able to raise money, and they can also interact along all the value chains. And working along the value chains is completely critical, and we know that in my company, because it's about construction, and if you look at construction, there is, it is an industry which is playing with many different people. A company like ours is doing what? First, we have started to understand and to be aware about the problem more than 20 years ago. So my predecessor was in Rio. Second, being aware, we started to reduce our emissions already 15 years ago, and we have achieved on an intensity basis 27% reduction already over 15 years. So it's a little bit above 1% per year. 10 years ago, we started to launch an innovation program to say cement is good. It's the only one product which is able to, you know, to glue stones and to make construction a reliable, sustainable construction. But the concrete can improve. Let's look at what are the solutions to increase the energy efficiency in buildings, and we have found many solutions. We have done more. We have done more at engaging our stakeholders because we have a footprint, and we have discussed a lot, and we have established an interesting dialogue with NGOs and communities. We have also worked at engaging our sector, and here the cement sector is the only one sector, you know, where there is a sectoral approach. And the sectoral approach was easy. It is to put a database in place, to define the data, to define the measurement systems, to report, and to review and audit the report.
which is the base of any, reliable work. And this group, which is called the Cement Sustainable Initiatives, has, with the commitments of the members, already reduced the total CO2 emissions by an amount which is equivalent to the amount emitted by a country like Romania. So, which is not nothing, which is quite substantial. And the last point, what the companies have done, and we are not alone to have done that, is to start to cooperate between companies. I think there will be no agreement on the details if the companies are not united and have not discussed before about the solutions, about the systems, about the regulations, which will be the most effective. And there we have been also engaged, and we are still engaged. So it's a big change. We are working at transforming our company, we are working at transforming our sector, and we are working at creating growth opportunities, which is a good news. We believe there is a burden, there is a constraint, but there should be also new areas of growth. I will not talk too much about cities, but for me the cities, if you look at the public area, we have talked about governments that will set the rules, but the main operational bodies, in the public sector are cities. And cities are what matters for next. By the way, many of the cities which will be existing in 2050 are not existing today. Probably more than 50% of constructions existing in 2050 are not built today. So, and this will happen in most of the emerging countries, and that is work to be done. And I think in the cities, you find all the areas of climate change, actions, whatever it is, transport, construction. You know that construction and transport makes 50% or 60% of the total CO2 emissions, and most of them are done in the cities. And the way cities are planning, the way companies are cooperating with cities ahead of their plan is completely critical to make the actions effective, profitable, helping growth, and accelerating the progress. So to be effective, an agreement needs that everyone is aware, awareness existing. I think we have done a huge progress there. We need commitments. This COP21 is bringing the commitments, and I believe it is a huge progress also. We need measurement, reporting, and verification. That is a point which is not underlined enough. You cannot start to speak about values, about sharing, about, without knowing what we are talking about. And today, the level of measurement is not enough, and I think it will be a key point of the agreement. It's more important to agree on measurement than to agree on the fact that the agreement is binding or not binding, It is, for me, the very, very critical point. And last point, we need adequate tools and system. And here I will make 2 minutes about carbon pricing, or charge on carbon, if you prefer. Of course, carbon pricing is a tool which has shown that it is able to accelerate emission reductions. And it is also accelerating innovation, and it is also able to create, new opportunities. So it can be a tax, it can be something different. It is a clear signal, and most, again, of the European industry, but not only the operator, had followed, the World Bank recommendation to really ask for carbon pricing as soon as possible. It works, of course, if the signal is clear, if it is consistent over time, if it is stable, and if it doesn't distort competitions. And of course, we know that COP21 will not define the carbon price, will not even probably say that carbon pricing is needed, because it's too early. And I know that people are sometimes much more advanced than that. But clearly, we see carbon pricing systems being put in place, and we'll have to work very, very hard to make sure that there are enough links between the different systems, and that the revenues of carbon pricing are dedicated to fighting climate change and not going into other pockets which will not be interesting. So as a conclusion, it is a huge challenge. I believe success will rely, as you said, on cooperation.
will rely on trust, which will be generated by measurement, by visibility, and by a consistency over time. And we are not talking about short times, we are talking about 25, 50 years, and through innovation, and through profitable innovation. The only one to raise private money is to organize a framework where there is money to make. And there is very, very critical. So we are talking about these 100 billion. Much more could come if it is a profitable avenue. So cooperation and trust is, of course, the result of ad hoc governance. So I will leave to the next panel members to develop this case. But it's true that capacity to cooperate, to anticipate between companies and cities, between companies and governments are completely critical to the success, and I'm not talking between governments. The capacity to raise private money is completely critical and will depend on the type of governance. And I think we have done some progress in COP21. You know, there was a type of approach, you know, through what they call a business dialogue, where companies were really invited to say their opinions. Last point about governance. Climate change is a subject. I see in my business that this subject is also linked to other subjects which are very important for the world, like poverty and like cities. And to tell you the truth, if we could combine, you know, at least by a transversal way, you know, how to use climate change actions to reduce poverty and to invest more in building better cities, I think could be a very, very strong benefit for the future growth and also for our people. And our company sees there an opportunity of business. Thank you very much. Thank you. I turn now to Mr. Levitt. He's had many, many years of diplomatic experience and brings that perspective to this complex topic. Et si vous me le permettez, je vais faire comme mon ministre, alors je vais m'exprimer en français. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité a découvert que pour la première fois dans l'histoire de la Terre, nous avions acquis la capacité de détruire la planète. Et on l'a acquise avec deux façons très différentes, l'arme nucléaire et le réchauffement climatique. Et c'est intéressant comme point de départ de notre réflexion de regarder comment on a traité l'un puis l'autre problème. Pour l'arme nucléaire, nous avons négocié entre gouvernements, diplomates, le traité de non-prolifération qui décide que tous les pays qui ne sont pas des puissances nucléaires militaires acceptent d'y renoncer, de ne pas le devenir, à condition que ceux qui sont puissances nucléaires acceptent de s'engager dans la voie de la réduction. Donc on a eu le traité de non-prolifération en 1968, suivi par les accords entre les deux superpuissances de l'époque, les États-Unis et l'URSS, pour limiter puis réduire les stocks d'armes nucléaires. Et puis on a eu des mécanismes pour veiller à ce que la prolifération ne se produise pas, avec des échecs comme l'Inde et le Pakistan, avec des succès des sanctions comme l'Irak, avec des espoirs comme aujourd'hui l'accord sur l'Iran et le P5+1. Donc on a un processus bien maîtrisé, qui n'est pas un succès total, mais qui montre bien quel peut être, dans un certain nombre de cas, le rôle des gouvernements. Pour le changement climatique, c'est complètement différent. C'est complètement différent, d'abord parce que le mot changement climatique, le mot environnement, n'existait pas au moment où les institutions internationales sur lesquelles nous vivons, l'ONU et les autres, ont été créées, tout simplement parce que nous n'avions pas pris conscience du problème. Et cette prise de conscience s'est faite très progressivement, très lentement, et elle n'est pas achevée. Le premier sommet de la Terre est intervenu en 1972 à Stockholm. Il a créé le
programme des Nations Unies pour l'environnement, mais qui était dédié essentiellement, je dirais, à la pureté de l'air et à la propreté des rivières. Ce n'était pas encore le problème du réchauffement climatique. Ce n'est que lorsque a été créé en 1988 le groupe des scientifiques qui font des recherches sur le climat, le GIEC ou IPCC en anglais, que progressivement l'examen de la science a fait prendre conscience aux scientifiques d'abord, et puis progressivement au gouvernement, des conséquences de l'émission des gaz à effet de serre sur l'avenir de la planète tout entière. Et c'est véritablement le sommet de Rio en 1992 qui a été, je crois, le point de départ de la grande aventure. Et on a commencé à lutter contre le réchauffement climatique avec un raisonnement qui était juste au départ, mais qui n'a pas marché, qui était de dire, historiquement, ce sont les grandes démocraties industrielles qui sont responsables de tout le stock de gaz à effet de serre qui est devenu une menace, et donc c'est aux coupables de régler le problème. Et donc le protocole de Kyoto, avec son annexe 1, liste les pays coupables et leur demande de mettre en œuvre des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que d'abord, les États-Unis se sont retirés du jeu. Or, ils étaient à l'époque le principal émetteur. Et deuxièmement, parce que les pays émergents, à commencer par la Chine, ont fait des progrès immenses dans leur développement, mais aussi dans leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on voit bien que le lien entre États-Unis et Chine est devenu une donnée fondamentale. Et donc en décembre 2009, on s'est retrouvé à Copenhague. Et pour moi, ça a été la pire de mes expériences de 42 ans de diplomate. Pourquoi? Parce qu'on avait plus d'une centaine de chefs d'État dans un même lieu, avec un texte qui était innommable, bourré de crochets, de parenthèses, et ils étaient comme la poule devant son couteau, dans l'impossibilité de régler un problème au dernier moment. Alors, il en reste quand même des acquis positifs. D'abord, la décision unanime de limiter à 2 degrés Celsius au maximum le réchauffement climatique. Et deuxièmement, la création du Fonds vert avec l'engagement pris de transférer à partir de 2020 100 milliards de dollars chaque année vers les pays en développement pour les aider à lutter contre les gaz à effet de serre et aussi à s'adapter aux conséquences sur leurs économies et leurs sociétés du réchauffement climatique. À partir de là, on a commencé à préparer la COP21 et Paris. Et par rapport à Copenhague, comme le disait le ministre, il nous reste beaucoup de choses à traiter, mais je suis plus optimiste, et je suis plus optimiste pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que précisément les États-Unis et la Chine, qui sont aujourd'hui les 2 principaux émetteurs, ont décidé d'annoncer ensemble qu'ils étaient déterminés cette fois-ci à faire des efforts. Et ils le font de façon différente, mais l'addition de leurs efforts est une première raison d'être optimiste. La deuxième raison d'être optimiste, c'est ce que Bruno évoquait à l'instant, c'est-à-dire que bien au-delà des gouvernements et des savants, il y a eu une immense prise de conscience planétaire de la menace que représente le réchauffement climatique, ce qui conduit tous les acteurs de la vie civile, économique, politique, progressivement à rentrer dans le jeu. Et à mesure qu'ils rentrent dans le jeu, ils prennent des décisions. Si vous regardez des décisions récentes de grandes banques, de fonds de pension, de se retirer de l'exploitation du charbon, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Les grandes villes commencent à se mobiliser, à former des alliances, etc. Les entreprises, la recherche des entreprises permettent de réduire le coût des énergies alternatives, le solaire, l'éolien, etc. Et donc cet extraordinaire mouvement est la deuxième raison qui conduit à l'optimisme. La troisième raison,
c'est que Paris ne sera pas la fin de l'histoire. Paris sera une étape importante et il est absolument essentiel qu'on arrive à convenir d'un rendez-vous, sans doute 5 ans après Paris, pour voir où on en est. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura plutôt des bonnes surprises que des mauvaises surprises. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, dans le fond, les États, quand ils annoncent leurs objectifs, prennent des précautions. Ils s'imposent à eux-mêmes des objectifs et donc ils se donnent une certaine marge de manœuvre pour être sûrs d'être à l'intérieur de leurs objectifs. Mais je pense qu'un pays comme la Chine, par exemple, devrait faire mieux que ce qu'il a lui-même annoncé. Et donc, quand on se reverra 5 ans après Paris, si on y arrive, on devrait avoir plutôt des bonnes surprises si on ajoute à ces objectifs des États les progrès des technologies. Alors, ayant dit tout cela, il y a encore en effet beaucoup de chemin à parcourir. Ce que nous annoncent les scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à 2 degrés, on est à 2,7 degrés, donc il faudra aller plus loin dans les efforts. Deuxièmement, on n'est pas encore à 100 milliards par an de transferts vers les pays du Sud. Là encore, il y a du travail à faire. Sur la vérification, il y a une chose qu'il faut signaler, c'est que les satellites peuvent faire la vérification. Et donc, il y aura de toute façon une annonce par les uns et les autres, par les satellites, que tel ou tel pays respecte ou ne respecte pas. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un mécanisme intrusif allant voir dans les usines ce qui se passe. Il suffit qu'en gros, les satellites puissent dire, ben voilà, tel pays respecte ou ne respecte pas. En revanche, je crois, comme l'a dit Bruno, il faut travailler sur le prix du carbone. Il faut travailler aussi encore sur la suppression des subventions à toutes les énergies carbonées. Nous avons, en conclusion, un mécanisme de négociation qui est imparfait. Parce que quand on est à 195 pays, avec des intérêts non seulement divergents, mais souvent opposés, et qu'il faut arriver à un accord qui rassemble tout le monde, c'est quasiment mission impossible. Et donc je crois qu'au-delà de cette négociation qui va rester à 195, il faut utiliser tous les lieux où on peut débattre. Et je prends l'exemple du G20 d'Antalya. C'est très bien que le G20, qui rassemble non seulement les principales économies, mais aussi les principaux pollueurs de la planète, ait débattu derrière des portes fermées. Et on a bien vu qu'il y avait un véritable affrontement entre, je dirais, l'Europe, les États-Unis, la Chine, d'un côté, et puis de l'autre, un pays comme l'Arabie saoudite, et on peut le comprendre, et un pays comme l'Inde, et il faut le comprendre, parce que l'Inde est 20 ans en arrière de la Chine dans l'élan vers sa croissance, elle est sur la rampe de lancement, et elle a besoin de savoir que son développement ne sera pas bloqué par des contraintes excessives. Je pense qu'il y a un chemin pour y arriver. Je suis modérément optimiste, mais un volontariste optimiste, et je pense que la COP 21 sera un succès limité, mais un moment décisif sur le chemin de la solution. Nous sommes la première génération consciente du fait que le réchauffement climatique est une menace existentielle pour l'avenir de notre planète, mais nous sommes aussi la dernière génération qui peut apporter une solution décisive à cette menace existentielle. Je vous remercie. Thank you very much. I now turn finally to Mr. Sanchez Serrando from the Pontifical Academy to bring his perspective to the subject. Merci. Je veux avant de tout remercier Thierry de Montbriand pour l'invitation, que c'est la 12e fois qu'il m'invite à ce extraordinaire forum qui présente la situation mondiale et la problématique. Nous avons suivi les diverses questions, mais à ce moment vient la parole de la religion, c'est-à-dire la dernière parole. Et pourquoi? Et naturellement,
je suive les documents du pape François, qui s'appelle Laudato Si, qui c'est une phrase de Saint François, c'est-à-dire nous devons adorer Dieu, la création. Et c'est-à-dire l'approche fondamentale du pape, et je ne veux répéter tout ce que vous avez dit, et aussi à les séminaires sur l'énergie, et à des autres moments de notre rencontre, parce que c'est clair que ce qu'a fait le pape, c'est une espèce de synthèse entre la conscience religieuse qui vient de les donner de la foi, et c'est-à-dire que l'homme, parce que cette image de Dieu a une spéciale responsabilité en relation à la création, et concrètement à la Terre, parce que pour le moment, nous ne pouvons faire rien. La Via Lactea, c'est-à-dire la création, c'est concrète à ce moment pour l'homme à la Terre. Et nous avons une responsabilité spéciale, c'est-à-dire nous devons conserver la Terre parce que c'est un donné fait pour Dieu, pour nous, parce que nous pouvons habiter, et ça c'est, nous pouvons dire, les dates fondamentales de la Bible. Et ça, c'est aussi une interprétation que nous devons être custodes. Custode, c'est pas comme custode fait à le musée, c'est-à-dire qu'il doit nettoyer les grandes pièces qui sont à l'intérieur du musée. Custode ici, c'est meilleur la parole anglaise, steward. C'est-à-dire nous devons s'accompagner, nous devons être collaborateurs de la création de Dieu et de la conservation de Dieu. Et ça veut dire nous devons développer. C'est un texte magnifique de Paul VI à l'Académie des sciences qui dit les compromis des scientifiques pour la Terre, et spécialement ces chrétiens, c'est de développer la Terre selon ses possibilités réelles, selon les possibilités que la Providence a mis à l'intérieur pour les développer, pour les biens de l'homme et pour la conservation de la Terre. Alors, à ces dates fondamentales de la Bible et de la foi, le pape François a intégré toutes les dates et a assumé, adopté, qui viennent de la science. Et c'est très simple. Les dates de la science, vous l'avez dit, beaucoup de formes, si l'énergie vient seulement de l'énergie de l'activité humaine qui utilise les matériels fossiles, alors provoque ces changements climatiques, ces réchauffés spécial de tout le global. Et alors, nous devons changer justement ça. Et ça, c'est l'assumption de les dates qui vient de la science, que le pape les connaît bien pour ce qui était le travail de l'Académie des sciences. Et nous avons une équipe formidable d'étudiants de la Terre, Crutzen, Molina, Ramanathan, qui sont les premiers qui ont parlé de ces problèmes et qui ont dit que, justement, ont convaincu après les physiques et après les économistes et finalement aussi les religieuses. Parce que, alors, à ce moment-là, c'est très important de comprendre que c'est un mouvement que le pape veut aussi qu'il soit de la religion, mais pas seulement de la religion catholique, mais aussi de la religion chrétienne. Et aussi les anglicans sont avec l'encyclique, mais pas seulement de la religion chrétienne en général, mais aussi de toute la religion. Parce que ce n'est pas une discussion sur les contenus religieux, mais c'est une affirmation de la défense de la dignité humaine et de la dignité humaine en relation avec son maison, c'est-à-dire la terre où est-ce qu'il habite. Et alors, ce que veut l'encyclique, c'est prendre conscience que finalement, le problème, c'est un problème économique, c'est un problème des sciences sociales, mais c'est surtout un problème spirituel. Nous avons parlé toujours ces jours de questions concrètes, mais finalement, c'est la question spirituelle.
parce qu'effectivement, nous ne pouvons faire un changement si nous ne pensons pas que derrière de ça était un problème éthique, d'éthique fondamentale, d'éthique humaine commune que tous nous pouvons savoir. Et alors, à ce point, quelle éthique? Naturellement, et je veux dire une autre chose, le pape tient compte non seulement des conséquences de la science naturelle, mais aussi de la science sociale. Et pour ça, le pape, beaucoup de fois, dit, pour moi, l'encyclique ne c'est pas seulement une encyclique écologique, parce qu'elle accepte aussi le développement soutenable, mais aussi c'est une encyclique sociale, parce que le problème fondamental pour le pape aussi est que ces changements climatiques affectent les majeures parts des populations et surtout les populations plus pauvres, soit des individus plus pauvres à l'intérieur d'un pays, soit les populations plus pauvres. Nous pouvons penser à les Philippines ou à des autres pays où les changements climatiques fait créer plus de pauvreté. Et alors, la pauvreté porte à extrême de la désocialisation, à extrême de l'exclusion, à extrême de la marginalisation. Et la marginalisation, le monde global, de ce que le pape parle de la globalisation de l'indifférence, sont des formes terribles de nouvelles formes d'esclavage, c'est-à-dire des travaux forcés, des prostitutions, du use de la drogue, des ventes d'organes, et tout ça, c'est en relation, et le pape le met en relation, c'est-à-dire les problèmes du climat portent un problème de justice sociale et de pauvreté. Et alors, c'est pour ça que l'appel final, c'est un appel éthique à tourner à une espèce de conversion, dit le pape, écologique, que veut dire à deux dimensions. Avant tout, un rapport de sobriété, nous pouvons dire, en relation à la Terre, en relation à les sources de la Terre, et aussi à une espèce de règle d'or que nous ne devons faire à l'autre ce que nous voulons qu'il nous fait à nous. Au contraire, nous devons faire à l'autre ce que nous voulons que les autres fassent à nous. Mais je dirais plus que ça, de la béatitude, que c'est proprement le message du Christ, que, à différence de la règle d'or, que c'est plus abstract, les béatitudes touchent le problème fondamental de l'homme, que c'est le problème de la souffrance. Et alors, donner une solution à la souffrance morale et matérielle de l'être humain et lui donner son dignité, son liberté, surtout en ces formes extrêmes que je dis des nouvelles formes d'esclavage, que nous parlons de 40 millions de personnes qui sont dans ces situations et que c'est continuellement en croissance. Et alors, je dis, pour ça, le programme du pape, c'est les béatitudes, le dit aussi à l'encyclique, c'est-à-dire, nous devons comprendre la pauvreté, pas pour multiplier la pauvreté, mais pour donner à l'argent une vie un peu meilleure. Et nous devons comprendre ces idées de justice qui a le corps humain. Et alors ça, c'est la béatitude de la justice. Et surtout, nous devons chercher la pureté du cœur. Et surtout, nous devons chercher de comprendre en général tout ce que c'est la souffrance humaine et particulièrement, comme je dis, la pauvreté. Alors, vous voyez, c'est un appel finalement profondément spirituel, profondément religieux, profondément éthique, mais qui était à l'essence de la vie chrétienne, mais c'est aussi à l'essence de la vie humaine. Et c'est pour ça que le pape aussi convoque, nous pouvons dire, non seulement à tous les mondes laïcs, et c'est le grand souci qui a vu les documents, mais aussi à tous les leaders religieux, non pas pour parler, je répète, sur les questions des contenus de la religion, mais pour faire une
commun mouvement de défense et de promotion de la dignité humaine, de la justice et de la liberté, et de la justice à l'intérieur des pays, mais aussi de la justice globale et de la gouvernance. C'est pour ça que je suis bien intéressé des propos de ces forums, c'est-à-dire d'arriver à une gouvernance qui porte à la paix. Parce que si nous n'avons pas la justice, nous n'avons pas la paix. Ça, c'est un principe très classique qui était aussi à la Bible. Alors, c'est bien, je me trouve en ces forums bien content parce que, en ces cas, tous ont parlé des problèmes économiques et sociaux. Et je pense que la dernière dimension de ces problèmes, c'est une dimension profondément spirituelle, que nous pouvons dire religieuse, et nous pouvons sortir de ça si nous vraiment cherchons les biens communs et nous considérons l'autre comme personne, comme nous sommes personnes. J'aime beaucoup la forme de Paul Ricoeur, l'autre comme moi. Merci. Thank you very much. I'd like to turn now to the audience and ask if there are any questions or comments, but plead that you keep them relatively brief. I'd just like to make one remark myself. The topic of this conference in general is governance, and Mr. Levitt has made the fascinating analogy between how we, the world, have dealt with nuclear weapons over the last something over half a century now, and climate change. But there's a huge structural difference between those two issues, which we need to keep in mind. In the case of nuclear weapons, there were, I don't know what the right number is, but let us say 30 players, all governments. 30 is a large number, but it is a manageable number for reaching agreement. In the case of climate change, it is all of us. Again, I don't know what the right number is, but it must be around 2 billion people who, as households or firms, are making the key decisions about the energy that we're consuming and what form of energy we're consuming. And engaging a process of governance that effectively reaches 2 billion agents is quite different from one that engages 30 or so agents. And in fact, the only way I know, but you have to keep in mind that I'm an economist by training, the only way that I know of reaching 2 billion decision makers is through the price system. Through a system of prices, and the prices we know influence people's decisions, whether they're running firms or whether they're just deciding on making consumption decisions for the household. There is a reluctance among environmentalists, or has been, I should say, I hope it's passed, to recognize that fundamental structural feature and to rely on the price system. But I detect some changes in attitude as the complexities of this particular issue are increasingly appreciated. But let me turn now to you over there on the second row. Good morning, Tatsuo Master from Japan. Thank you very much for very wonderful question and discussion. I think things are getting deeper and deeper to the right directions. But one of the worries to me is just, as dear chairman said, 2 billion decision makers. To let them move, I think a leader's role model could be very, very important. But I have serious disappointment on that. I had a friend from retired US general and a good friend from Middle East who is the head of greening economy in big government. I talked with those two people and I said, are you ready to change your lifestyle? Are you ready to show the role model to the followers of the world? They said, no. Big house
big cars are the symbol of success. We are not willing to give them up. So with those leaders' attitude, what we can do about that? Any suggestions how to let people move following those role models? I found some limitation because of the human greed and human nature. Thank you. Anyone, panelists, would you like to comment on that? Je pense que justement, c'est pour ça que le pape a voulu faire les documents encycliques, en certain sens, avec la science, et en certain sens, il a changé complètement. L'Église est accusée faussement, mais quand même, de ne suivre pas la science. Mais ça, c'est complètement contraire à Galilée. Il a soumis toutes les dates de la science pour l'encyclique. Mais finalement, la résolution du problème, ce n'est pas seulement de la connaissance scientifique, mais c'est aussi la vertu morale. Parce que si nous n'avons pas un changement moral, c'est impossible. Si nous seulement cherchons les profits, c'est impossible de changer les choses parce que immédiatement, les profits peuvent venir en une autre forme. Ce n'est pas aussi vrai parce que ici, c'est aussi une autre hypocrisie parce que nous disons que c'est meilleur une énergie que l'autre parce que donc plus de profit. Mais aussi, ça, c'est une discussion. Mais quand même, la solution de ça, c'est surtout un problème moral des valeurs et de reconnaissance de l'importance qu'il y a à la personne humaine et la dignité humaine. Back there. Jim Hoagland from Washington. I want to congratulate the panel on a remarkable set of observations. I was particularly struck by the cogency of Monsieur Lafon's argumentation, which I thought it might be very useful to try to form a vanguard group of business companies to articulate exactly something like that. But I want to add to your burden with a question, which is, what is the single most important step that the Paris conference can take to encourage business companies to engage in the process that's outlined? You know, I was telling a little bit about the history of my company to tell you that, of course, and it's linked with the last question, that awareness and responsibility are not antagonistic with profit-making all the time. You are just ensuring the future, and the long-term future is something which is positive for your company and for the economy. So I think that was something which was said yesterday during the panel on energy. You know, people and business and private sector is anticipating always. And the day there will be an agreement, I think, in Paris, whatever it is, but with clear commitment, and again, clear measurement, because measurement is much more detailed than just, but clear measurement, clear that people will just understand that the rest will come, that carbon pricing will come, that the next question will be which will be the carbon price by which year, and they will start to speculate, and they will start to modelize, and they will start to invest, to decide to put money on this or on that. It's very simple. You know, if the carbon price remains low, people will do nothing. If the carbon price is set, you know, above $50 in 20 years, it's already a good reason to move for some industries and for some players, and also for their customers. And because they will need to look at their customers. So I think the business will anticipate very quickly. And I think the business will talk a lot about it, and that's the reason why we are starting to work on this. Over there, yes.
Philippe Chalmin, je rebondis sur la réponse de Bruno Lafont. On est d'accord que la clé, c'est de donner un prix au carbone. Maintenant, est-ce que l'économie de marché est capable de le faire? Je suis un économiste de marché et je suis d'accord que le marché peut, à un moment donné, donner un prix pour aujourd'hui et même pour demain, pour le pétrole, le charbon, etc. Toutes les expériences que nous avons eues en termes de marché du carbone ne fonctionnent pas. Je me demande parfois si, pour un certain nombre de biens essentiels à l'humanité, nous devons nous en remettre au jeu du marché et, dans le bien des choses, de la spéculation. Dans un monde idéal, est-ce que le prix du carbone ne devrait pas être fixé par le biais d'une taxe, beaucoup plus que par un marché hypothétique? On est tous d'accord que mettre le prix du carbone à 50 $ changerait du tout au tout l'équilibre industriel d'un certain nombre d'activités économiques sur l'ensemble de la planète. Mais croyez-vous vraiment que le marché sera capable d'arriver à cette vision de long terme, sachant que dans un marché, c'est la rencontre entre une offre et une demande, et que l'offre sera toujours quand même manipulée d'une manière ou d'une autre par les États émetteurs? Perhaps I comment on that because I'm not sure I understood. There may be a confusion. When I talked about the price system reaching 2 billion decision makers, I meant including a charge on greenhouse gas emissions. So you use the price system, but not unalloyed. You use the price system to reflect social objectives. And in this particular case, we've learned during the last quarter century that we've all been engaging in an activity which cumulatively is damaging to mankind. And the question is, how do you correct that? And my answer to that, we're not there yet, I have to say, in terms of the international negotiations and discussions, but my answer to that is, if we are collectively engaged in a damaging activity, we put a price on that activity. The word tax in the United States has a special allergy, so let's call it a fee or a charge. But the idea is that anyone who emits greenhouse gases, and this is not only a question of carbon dioxide, but there are other greenhouse gases as well, we put a charge on them, and that's the only way that I'm aware of reaching, in a plausible period of time, of reaching 2 billion decision makers, the households and firms of the world, the people who actually make the decisions about what energy to consume. I think you are also linking that to the cap and trade system. I think if you look at the cap and trade system in Europe, of course, there was but it was mainly the result of the crisis and the lack of governance probably of this market. You know, if it is this market becomes a huge market, I think it's like a currency. There is a central bank to manage, you know, to regulate the currency. There might be, you know, a need to better regulate and to learn from the experience of the past how to improve that. But the idea of the market is not, you know, something that you should reject by way. We should work more on understanding and taking all the lessons of all the experiences which have been made. I saw a hand over here, yes. Oh, I'm sorry, did you want to say something on this? No. Je pense que c'est une question de conviction. Parce que si vous n'êtes pas convaincu que le problème, c'est un problème réel qui porte à la destruction de la planète, en définitive, alors, et c'est un peu, nous avons des autres exemples, pas de la même importance, mais le tabac, l'alcool et toutes ces choses. Finalement, si l'opinion publique est convaincue que ça c'est un problème, l'opinion publique, ça a la plus forte force qui est à la société. Alors l'opinion publique oblige les politiques et oblige les autres, les entreprises, les multinationales. Et je pense que nous devons travailler avec l'opinion publique.
et avec l'opinion publique et sur l'opinion publique. I saw a hand over here. Yeah. Oui, je voudrais prolonger un petit peu la remarque de Bruno Lafont et la question en parlant un peu de l'Europe. L'Europe a été la partie du monde qui a été la plus dynamique sur le changement climatique, qui s'est fixé des objectifs extrêmement tendus, qui a d'ailleurs fait des performances de réduction d'émissions de CO2 relativement raisonnables, peut-être en raison de sa faible croissance économique, et qui a créé un système de droits d'émission, de marché de droits d'émission. Alors, pour rejoindre ce que disait M. Jalma tout à l'heure, il est évident qu'un marché ne génère pas de prix de CO2 s'il n'y a pas une contrainte. Donc le problème, c'est l'articulation entre la contrainte et le marché. Le marché révèle un prix si on lui donne une contrainte de quantité. Bon, comme Bruno Lafont l'a dit plus tôt, le fait qu'on n'avait pas intégré l'incertitude de la croissance économique, alors même que les entreprises avaient dit au début, quand on avait créé ce système, attention à la croissance économique, évidemment, nous craignions davantage une croissance forte qui aurait entraîné le prix du CO2 à $1000 la tonne, comme on l'avait vu d'ailleurs pour le prix du NOx en Californie dans les années 90. C'est le contraire qui s'est passé, donc on a eu un prix totalement ridicule qui a décrédibilisé le système des marchés d'émissions. Et je dois dire que les entreprises ont finalement eu bien du mérite de continuer à faire un certain nombre de choses en direction de la réduction des émissions de CO2, alors que les signaux que leur donnait le système n'étaient pas des signaux crédibles. Alors, on va vers la COP 21. Et moi, la question... Entre-temps aussi, on a vu des pays européens aller vers des politiques énergétiques complètement différentes. On a vu le charbon revenir en Allemagne à cause de la suppression du nucléaire. Et disons qu'il y a un certain brouillage actuellement du comportement des différents pays européens. La Commission européenne a prévu un système de correction de son marché des droits d'émission, mais beaucoup des experts disent que ce mécanisme de correction, qui prévoit de retirer des quantités de droits de CO2, est un système automatique, un système qui est after the fact, donc en fonction de chiffres des années précédentes, on modifie, on retire, on remet, et que ce système a des chances d'accentuer la volatilité du marché au lieu de la réduire. Alors la question que je voudrais poser en particulier peut-être à Jean-David Lévit, est-ce que la COP21, en admettant qu'elle est un certain succès, celui que vous imaginez, c'est-à-dire un succès limité, est-ce que ça va permettre de peut-être redonner un peu permettre une nouvelle discussion en Europe? Parce que le mécanisme de décision européen, on le sait, est extrêmement compliqué, d'où la difficulté de progresser. Est-ce qu'il peut y avoir, ou est-ce que finalement l'Europe se retrouve un peu dans la position où elle était à Copenhague, en disant « moi j'ai mon système, il est comme ça », et la négociation internationale ne changera rien à ce que j'ai prévu de faire de façon interne. D'abord, je voudrais souligner que dans cette longue aventure de la lutte contre le réchauffement climatique, je crois qu'on peut dire que l'Europe sur laquelle on tape régulièrement a été assez exemplaire. Nous avons, un an avant Copenhague, adopté en décembre 2008 des règles qui s'imposaient, qui sont devenues la loi dans chacun de nos 28 pays et qui ont obligé chacune de nos économies à faire des efforts considérables. Au point qu'aujourd'hui, les 500 millions d'Européens qui représentent des vieilles démocraties industrielles ne représentent plus que 10% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc nous ne sommes plus que très partiellement une partie du problème. La question est de savoir si nous pouvons continuer à montrer la voie vers la solution. Et c'est vrai, pour répondre à votre question, que nous avons d'abord des efforts à faire entre nous pour adopter, sinon un seul modèle dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre ou de production de l'énergie propre,
du moins à rapprocher nos modèles. Moi, je peux vous le dire ici, quand la chancelière, après Fukushima, a décidé de renoncer au nucléaire, elle n'a consulté personne. Et les traités lui donnaient le droit de le faire sans consulter personne. Mais en même temps, elle a placé tous ses voisins dans une situation inattendue et il a fallu qu'on en parle ensemble et chacun reste maître chez lui, mais il faut faire converger. Alors le système de cap and trade n'est certainement pas parfait, il est essayé ailleurs, même la Chine s'y met, mais je suis d'accord avec le professeur Cooper, il y a aussi ce qu'il appelle charge, fee, on peut appeler impôt, fixer un impôt sur le prix du carbone au moment de l'émission, c'est aussi un autre système qui mérite d'être réfléchi. Donc on est dans une période où on teste les différents moyens. Je suis d'accord avec vous, Monseigneur. Ce qui me paraît fondamental, c'est la prise de conscience planétaire de toutes les opinions publiques qui vont exercer une pression croissante, non seulement sur les gouvernements en Europe, mais dans le monde entier, pour apporter les réponses. Et on va continuer à tester les meilleurs possibles, y compris sur le prix du carbone, qui est absolument incontournable. Il y a d'autres progrès à faire aussi. Arrêter de subventionner l'essence là où elle l'est, etc., etc. Et donc c'est ce processus qu'il faut continuer. Mais sur l'Europe, je voudrais qu'on soit un peu optimiste un petit peu. Soyons conscients que nous, Européens, malgré nos divergences, parce que les Polonais ont beaucoup de charbon, etc., chacun a son modèle, ses préoccupations, ses contraintes parlementaires, on arrive malgré tout à être, sinon les meilleurs, au moins les moins mauvais pour le moment. Et si les États-Unis sont ceux qui ont le plus réduit leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est parce que, God bless America, ils ont eu le miracle du shale gas, qui leur a permis de faire un bond en avant et d'ailleurs de vendre aux Allemands à prix cassé le charbon dont ils ne pouvaient plus avoir besoin. Mais tout ça montre que nous sommes dans un processus, que tout ce qui a été essayé doit continuer à être amélioré, qu'il faut réfléchir aux autres solutions qui existent et que c'est cette tendance qui me paraît être le plus important. Nous ne sommes pas en train de décider un point final, un aboutissement décisif à Paris. Nous sommes en train d'aborder une étape majeure qui sera suivie d'autres et tous les progrès technologiques, tous les progrès que nous enregistrerons dans la meilleure compréhension du fonctionnement du système de cap and trade, etc., nous permettront, dans 5 ans, je l'espère, de nous retrouver pour enregistrer les meilleures solutions, les mettre en œuvre à travers toute la planète. Donc voilà la réponse que je voudrais vous faire en disant, n'oublions pas quand même, malgré ses faiblesses, ses défauts, que l'Europe reste, je crois, celle qui, jusqu'à présent, a fait le plus d'efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. I have some signals up here, and we're running out of time for this session. Let us just have one more question over there, and then we'll wind it up. Narendra. Hello. Yeah, my name is Narendra Taneja from India. I mean, the way I look at it, and look at the buzz that Paris has already created around the world, in developing countries in particular, because they feel that they would be among the most affected, it's already a success. I mean, I've never seen this kind of buzz or, in a way, discussion, intense discussions in my part of the world, or in the South, as you call it. So I think it's already a success. But having said that, I think at the same time, it's important that the North looks at the issue, or the developed countries look at the issue with the required sensitivities. Let's not forget that 50% energy that's produced and consumed in many developing countries, including my country, Indonesia, and Bangladesh, Pakistan, we don't know much about China, but in Africa and Latin America, it's probably true, that is produced actually by humans. Go to farms, go to factories, go to households, go to
marketing areas or mandis as we call them in India, you will find that actually the 50% energy is actually produced by humans, zero emission. I think when we look at the issue, it's important that we keep in mind that there are, like you said, Mr. Chairman, about 2 billion people, but there are 2 billion people actually living in absolute energy poverty. 2 billion people without electricity. 2 million people who don't know whether Paris or Paris Summit exists or not. There is widespread energy poverty at the same time, the people who don't really understand these things. And at the same time, I think we have to be realistic. In terms, my own view is that we all want, of course, green planet, but oil is not going to go away tomorrow. Oil is going to be around and playing a very important role for maybe 30, 40 years. Coal, many of us hate coal, but coal, I look at the coal, for instance, from the south, the picture is very different from the picture you get when you look at it from maybe this place. Coal, without coal, economies or the life of billions of people would be adversely affected. So coal is not going to go away, maybe for 30, 40 years. Yes, better technology, cleaner technology, and so on. For with that, it's important the North actually come forward and contributes. And at the same, natural gas. The way we look at it, this century belongs to natural gas. So natural gas will remain important maybe until 2070. And nuclear power, the way I look at it, nuclear power is probably the future. There are many who hate nuclear power, but that's the future. Only thing is we have to make nuclear power safe. But once nuclear power becomes absolutely safe, then I think that's the future. And the way I look at it is 2080 and beyond. It's all about nuclear power, because solar will play a very important role, and sun is a nuclear reactor. What else? Fusion, but sun is a nuclear reactor. So it's going to be nuclear power all the way 2080 and beyond. So that's the future. But what about those people who, for instance, need some help, need what probably should be called climate justice? When we look at this issue, we should not be too sentimental, we should be scientific and be sensitive at the same time. Thank you. I have a flashing light here telling me to stop, and so I think I will stop. I think it just remains for me to thank all of our panelists on behalf of myself, and I assume all of you, for a very interesting conversation.